Je dirais la problématique femme, entre guillemets, était certainement une de mes priorités. Aussi bien au niveau électoral qu'au niveau présence dans le parti, qu'au niveau thème. Par exemple, je me suis beaucoup battue contre la traite des êtres humains et contre la prostitution forcée. Enfin, donc c'était des thèmes qui m'attiraient très fort. Mon intérêt a été Marie-Josée Béus, cet appel qu'elle a fait aux femmes. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Est-ce que je l'ai vu dans la presse? Est-ce que... je ne m'en souviens pas. Et le fait qu'à ce moment-là, j'étais déjà très, comment dirais-je, très désireuse de voir une place correcte reconnue aux femmes. Non. Non, je dirais presque... je dirais pas presque au contraire, mais quand par exemple... Donc j'ai été élue en 89 à la région de Bruxelles-Capitale, et puis réélue en 95. Et à ce moment-là, s'est posée la question, donc le Sénat ayant été réformé, qui irait au Sénat comme sénateur de communauté. Et Gérard Deprez a décidé, il me faut un Wallon, et une Bruxelloise et un homme et une femme. Et c'est comme ça que j'étais envoyée au Sénat comme sénatrice de communauté. Comme ça que je suis arrivée au Sénat. Parce que Gérard Deprez avait décidé que ce serait un homme, une femme, une Bruxelloise et ou une Wallonne. Et donc c'était Philippe Charlier, qui était Wallon, qui était un homme, et moi qui étais Bruxelloise, on était envoyés au Sénat. Donc vous voyez, c'était à la fois le fait d'être une femme m'a aidée à ce moment-là. Non, parce que cette campagne-là, je l'ai fait et je suis entrée parce que Maystadt avait décidé qu'il voulait une femme dans l'équipe et que je travaillais dans l'ombre déjà depuis un certain temps avec lui. Donc cette campagne-là, on a fait une campagne collective et donc j'ai pas du tout ressenti que j'étais pas la bienvenue. Et puis par après au Parlement, mis à part, je dis cet élément-là, je suis très vite devenue chef de groupe à la région. Et donc je n'ai jamais vraiment ressenti de façon formelle, sauf dans des lois ou dans des discussions, mais où faut dire que c'était pas le premier milieu très masculin que je fréquentais et je ne me suis jamais positionnée en disant tiens je suis seule femme. C'est une réaction que je n'ai jamais eue. Alors est-ce que c'est ça qui m'a aidée ou est-ce que c'est réellement parce que je suis arrivée à un moment où je ne dérangeais personne? Voilà, ça ne veut pas dire que c'est un monde des bisounours, hein, mais les emmerdes que j'ai eues, que j'ai pu avoir après, ce n'est pas parce que j'étais une femme. C'est parce que j'étais une politique à côté d'un politique, que j'étais une concurrente politique, même dans un même parti. C'est ça, mais jamais parce que j'étais une femme. Je n'en dirai pas autant dans tous les partis, hein, parce que, bon, c'est vrai que j'ai connu certaines parlementaires qui, quelquefois, ramaient par rapport à certaines remarques. Ma présence comme chef de groupe à la région a coïncidé avec les premiers engagements d'assistants parlementaires. Et pour la région wallonne, on avait une assistante parlementaire qui est toujours là d'ailleurs, c'était Laurence Gustave. Et donc à certains moments, Laurence est une jolie fille, très compétente mais aussi jolie fille, et donc à certains moments j'ai dû arrêter certaines remarques un peu machistes. Mais voilà. Moi personnellement non. C'est bizarre, mais c'est non. Je me souviens très bien que quand je suis arrivée dans ma commune comme échevin,
C'était une commune qui, à l'époque, qui avant la guerre, avait été rurale, Woluwe-Saint-Lambert. Et donc, il y avait un échevin qui appartenait à une grosse famille agricole du coin, mais qui n'était plus agriculteur, qui était une famille puissante, et qui avait dit, en me voyant arriver, Madame ferait bien de retenir les 3 K. Kitchen et Kuchen, hein, la cuisine, les enfants, enfin bon. Et à ce moment-là, on m'a demandé si je voulais. Il n'y avait pas de place d'échevin quand j'étais élu conseillère communale, comme j'avais tout de même fait un bon résultat. On m'a confié immédiatement la fonction d'administrateur délégué de l'habitation moderne, qui était une société de logements sociaux à Woluwe-Saint-Lambert, société très active. Nous avions plus de 1000 logements en location ou en construction. Et donc, au fond, c'était un métier d'homme, parce que je devais surveiller toutes les constructions, les appels d'offres, etc. Et je me souviens que ma première action, si je puis dire, a été l'annulation d'un appel d'offres. Pourquoi? Parce que un des fonctionnaires n'avait pas respecté l'appel d'offres, mais avait favorisé un de ses amis. Et ça a créé naturellement un choc dans la société, dans le conseil d'administration. Et après ça, l'échevin a dit, tout de même j'ai eu tort de dire ça. Et donc il était conquis en se disant, voilà, qu'une femme pouvait faire ce qu'il appelait un métier d'homme, parce que lui, il considérait que, et voilà. Un article qu'on a écrit sur vous et qui avait pour titre 24 heures dans la vie d'une ministre. Ah oui. Voilà, je ne sais pas si vous en avez souvenir. Pas du tout. Alors j'ai fluorisé en fait plusieurs passages Qui avait écrit ça? Alors justement, on n'a pas, c'est anonyme, ça m'interpelle d'autant plus. Donc je vous lis les passages. Alors, nous ne toucherons guère au petit déjeuner, quelle tristesse. La voiture est un autre salon où la conversation se poursuit. Madame Gore m'apprend qu'elle a appris la dactylographie. C'est bien utile. Par exemple, le soir où Cécile Gore devait accueillir à Bruxelles Simone Veil, à 18h30, pas de secrétaire au cabinet. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut la secrétaire d'État qui tapa. Alors, Cécile, la secrétaire d'État? Ce fut la secrétaire d'État qui tapa. Alors, enfin, c'est ridicule, ça. Cécile Gore écoute beaucoup, annote ses dossiers, questionne posément. Toilette claire, sobre, de bon goût, mains soignées, coiffée court, ne fume pas, ne boit que son café et drague les bonnes idées. Ça, c'est pas injurieux, hein. Je continue. Draguer les bonnes idées, ça c'est oui, autre chose. Ça c'est vraiment, oui. Quant à l'histoire de taper, moi je n'ai plus tapé depuis, oh mon Dieu, depuis... Je ne tapais plus, bien entendu. Je suis resté pendant 3 ou 4 ans, jusque dans les années 50, mais après mon mari, faisant une carrière d'avocat, heureusement réussi, avait ses propres secrétaires, je ne m'occupais plus du tout de son secrétariat, donc je ne tapais plus que mes propres articles. Et alors ici donc j'ai encore deux passages un peu différents. Donc apparemment vous êtes sur un chantier de construction, en tout cas vous discutez d'un bâtiment. Et donc on a des adjectifs tels que Madame Cécile Gore susurre à son conseiller sous son aspect inoffensif et chatoyant. Et alors un dernier passage, Cécile Gore s'inquiète de la qualité de la colle utilisée pour l'affichage. Entre parenthèses, compétence nouvelle que je ne lui soupçonnais pas. Et après, peut-être éprouvera-t-elle elle-même la qualité de la colle avec la sérénité qu'elle avait tout à l'heure. Bon, c'est bizarre. Peut-être que c'est une déformation professionnelle d'essayer de voir à chaque fois du négatif, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on aurait utilisé le même ton qui m'apparaît un petit peu... Non, certainement pas, parce qu'il y a un petit ton un peu protecteur et un peu... Oui, non, je ne pense pas qu'on aurait utilisé ce ton-là avec un homme. Pour un homme, oui. Quel est l'intérêt de parler de la colle, hein? C'est vrai, voilà. Peut-être que je n'en sais rien. Moi, c'était pendant une période électorale, apparemment. C'était en 82. Oui, et 82. En tout cas, l'article a été réalisé pendant l'année 82. Mais donc voilà, c'était un peu pour savoir si vous aviez... j'étais secrétaire d'État, parce que je suis restée jusqu'en 85.
Donc c'était pour savoir si vous aviez souvenir de cet article. Pas du tout. qu'il Je avait ne me souviens écrit, même pas d'avoir lu cet article. Donc voilà, alors moi je l'avais trouvé un petit peu, en tout cas, s'arrêtant sur des détails Mais c'est anecdotiques. manifestement un article qui a été écrit par un homme, Voilà. je suppose, et s'attachant à des détails qu'une femme ne remarque même pas, et puis qui ne sont pas toujours justes, hein, taper, etc. Simone Veil, je me souviens très très bien du problème de Simone Veil. Au gouvernement, on avait demandé qui accueillerait Madame Veil, et on avait décidé que ce serait moi. Et effectivement, pour l'accueillir, je devais être au Stuyvenberg, qui à ce moment-là était une, comment dirais-je, une résidence qui servait pour certaines réunions du gouvernement, pour accueillir les hôtes d'honneur. Madame Veil logeait au Stuyvenberg, et on m'a demandé de l'accueillir là-bas, où j'étais bien entendu à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arriver en retard? Oui, enfin bon, voilà. Oui. Je suis contente d'avoir votre avis là-dessus. La première chose qui m'a marquée, c'est quand je suis devenue parlementaire, on a choisi des commissions dans lesquelles on allait siéger. Et pas beaucoup de femmes hein, à l'époque. Quand je vois maintenant le groupe Poilon, comment j'ai ramé toute seule ou quelquefois avec une deuxième. Enfin, ramé. Tout est nuancé. La première fois, je me suis rendu compte que manifestement, tout n'était pas toujours tout rose. Donc, au choix des commissions, je savais que en matière économique, on allait s'occuper, en gros, du panier de la ménagère, des lois sur le commerce, sur l'endettement, etc., etc. Et donc, j'avais trouvé que c'était une matière qui m'intéressait beaucoup et j'avais demandé la commission économie. Alors là, je me suis vite rendu compte que, manifestement, commission économie, une femme, voilà, elle s'amène, c'est déjà ça, mais commission économie, qu'elle aille en commission affaires sociales, c'est beaucoup mieux, quoi, c'est plus pour elle. Alors pour finir, j'ai eu ma commission économie, mais on m'a fait sentir que c'était bizarre que je choisisse cet élément. On vient d'un parti naturellement machiste, peu enclin à favoriser les femmes ou les cantonnant dans le rôle des affaires sociales. Et puis, et c'est certainement grâce à Joël Miquet, il y a eu l'apparition d'un renouvellement où on a dit le renouvellement doit aussi passer par les femmes, et l'apparition d'un certain nombre de candidates qui, encore une fois que le pied était mis à l'étrier, se sont révélées équivalentes ou meilleures que les hommes, et en tout cas n'ont plus du tout été contestées. Par exemple, nous avons eu la grande chance d'avoir Clotilde Nissens, qui était collaboratrice au Parlement, puis qui est devenue, à l'initiative de Philippe Mesdat, parlementaire, et qui a vraiment porté très haut le rôle, pas de la féministe excessive, mais le rôle de la femme, respectée et jouant un rôle déterminant en politique, et étant pour nous extraordinairement précieux dans les matières éthiques où elle a porté. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être féministe lorsqu'on a des femmes de qualité que d'avoir des femmes qui le sont moins. Et donc, quand je vois les femmes associées à la direction du parti, on a eu vraiment des femmes qui valaient les hommes largement, et qui donc occupaient leur place et se faisaient respecter. Ça, je pense que dans un parti politique, c'est pour ça que ce n'est pas simple pour les femmes et qu'il faut cette logique de quota. La difficulté, c'est d'arriver. Et que les modes d'accession aux fonctions dirigeantes sont souvent liés
heureusement pas toujours, mais sont souvent liées à une popularité très locale. C'est quand même un des parcours classiques, le mandataire local qui accapare un nombre de voix important et à partir de là construit sa carrière politique. Les femmes n'ont pratiquement pas de place dans une démarche comme celle-là, parce que comment est-ce qu'on accapare des voix au départ, je ne parle pas des élections suivantes, mais au départ, ça reste par la participation à toute une série de manifestations locales. Au troisième mi-temps de la situation sociologique fait que il y a quand même un lien assez fort entre la politique et la consommation, sinon d'alcool en tout cas, et que sur ce plan-là, enfin, je ne connais pas de femmes politiques ayant cédé à l'ivresse, tandis que je connais beaucoup d'hommes politiques, pas nécessairement dans mon parti d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de professions comme celle-là où les débuts sont plus difficiles pour les femmes, non pas parce qu'on les cantonne à des tâches ménagères, mais parce que leurs goûts sont différents. Par exemple, j'ai vu ça au Parlement de façon très nette. Quelle est la différence fondamentale dans un débat parlementaire entre les femmes et les hommes? Les femmes vont directement à l'objet du débat et ne se perdent pas dans des discussions de procédures. Les hommes adorent, mais c'est sans doute une déformation, le débat gratuit, c'est-à-dire le débat qui ne sert à rien, le débat sur la procédure. Alors, les hommes adorent les séances de nuit. La plupart, parce que c'est une ambiance très particulière, c'est différent, on boit plus que... Et je crois que le lien avec la boisson reste toujours un élément important. Encore une fois, la femme déteste perdre son temps. Donc c'est pas pour se livrer à des tâches ménagères, elle déteste perdre son temps à s'occuper de choses qui peuvent amuser la galerie, mais qui n'ont aucun intérêt. Et donc, en politique, c'est d'ailleurs pour ça que moi je crois que la composition des listes ne doit pas se faire bottom-up, mais doit être un lien entre le top du parti et la base. Parce que à chaque fois, et les exemples que je donne sont des exemples évidents, c'est parce que le sommet du parti a dit je veux placer en première position telle femme, et ça a toujours, presque toujours donné d'excellents résultats. Mais si on laisse s'affronter le combat de coq, objectivement, les femmes ne sont pas douées pour le combat de coq, mais je ne suis pas sûr que c'est un défaut. Le CVP, à l'époque, a imposé des quotas. Et à un moment, on s'est rendu compte que le CVP avait réussi, avec ses quotas, à avoir un certain nombre de femmes. Et donc, j'étais contre les quotas, mais pragmatiquement, il fallait bien avouer que ça aidait les femmes. Et donc, j'ai fini par adhérer à l'idée, par réalisme. C'est d'ailleurs ce qui a fait que, un petit peu à la fois, il y a eu des femmes. Bien que on s'arrangeait toujours pour contourner les choses en disant ben, on va la mettre deuxième si on en passe qu'un. On est sûr qu'elle ne va pas passer, mais bon. Même au niveau des quotas, il y avait toujours ces idées et ces calculs. Donc voilà, c'est comme l'idée que ben voilà, il faut chercher des femmes, mais il faut que ce soit des femmes bien. Hein. Mais bon, on ne se pose jamais la question, il faut que ce soit un homme bien. Donc c'est à peu près la même chose, quoi, ces idées préconçues. Le tout était d'en avoir
d'en avoir et que ça entre dans les mœurs de passer comme ça existait en Suède, par exemple, puisque ça a été le pays phare à l'époque qui a eu d'abord des quotas et puis qui les a abandonnés sans aucun problème puisqu'il était arrivé à moitié-moitié. Mais d'abord, je trouve que le quota n'a pas d'avenir. C'était un moyen qu'on a utilisé pour avoir une représentation homme-femme. À fond pour. À fond pour, mais plutôt dans le sens un mal nécessaire, mais un mal indispensable. Encore aujourd'hui? Oui. Oui, par exemple, je me suis beaucoup battue après mon mandat de sénatrice. Donc, après mon mandat, j'étais présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Et à ce moment-là, je me suis fort défoncée dans une commission qui s'appelle Femmes et Entreprises, qui était à la base de la loi sur les quotas dans les conseils d'administration des grandes sociétés, tant publiques que privées. Donc, moi, je suis à fond pour les quotas. Mais en me disant bien que c'est un mal nécessaire et peut-être provisoire, mais qu'actuellement, il faut faire bouger les choses. En politique, on ne serait jamais arrivé avec autant de femmes qu'il y a, par exemple, au Parlement bruxellois, où il y a presque autant de femmes que d'hommes, si pas plus, si on n'avait pas imposé les quotas à un certain moment. Il y a encore trop de préjugés dans la tête des gens. Ah, moi j'ai été favorable au quota, c'est très clair, je suis favorable au quota, parce que je trouve que c'est un stimulant. Ça permet à des femmes qui parfois ont nettement les compétences, mais qui à cause des stéréotypes, encore une fois, ne sont pas prêtes à s'engager en politique. Et alors, il faut avouer que aussi les hommes, quand ils sont dans la place, ils sont pas prêts à s'en aller. Hein. Et ça, j'ai constaté partout, au PSC comme ailleurs. Hein. Ils sont pas prêts à s'en aller, et il y en a quand même qui font des mandats de trop. Parce que je trouve qu'à un moment donné, on est usé quand même dans la fonction. C'est quand même une fonction pesante et éprouvante sur le plan physique, sur le plan nerveux. Et à un moment donné, je trouve qu'on doit pouvoir partir. Mais les hommes, ils pensent toujours... En plus, ils partent, ils ont besoin d'avoir une sucette ailleurs, ils ont besoin d'avoir un mandat quelque part, dans une ASBL ou une autre, parce qu'ils estiment que c'est leur dû. Mais enfin, et du coup, ça tient la place. Hein. D'autres ne savent pas entrer en politique. Hein. Moi, j'ai quand même constaté que souvent, les jeunes ne savaient pas entrer en politique, hommes comme femmes d'ailleurs, hein, parce que les aînés tiennent la place. C'est ça, ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Maintenant, on a un peu amélioré les quotas. Maintenant, c'est une tirette qu'on doit faire, je crois, hein, sur les listes. Hein. Je pense que la législation dit qu'il faut un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, hein, sur les listes. C'est ce qu'on appelle la tirette, quoi. Hein. Il ne suffit pas simplement d'avoir des femmes dans la liste. Non, elles doivent être... voilà, oui. Eh bien, moi, je pense que pour le moment, en tout cas, il ne faut pas arrêter ça. Tant que ce sera pas bien ancré, tant que que cette mentalité va persister. Moi, je pense qu'il faut, jusqu'à présent, moi, je pense qu'il faut pas les supprimer, en tout cas. Enfin, ou bien alors, je suis trop pessimiste sur la capacité que les femmes vont avoir d'occuper des carrières importantes en politique, mais on voit quand même que quand vous regardez au plan européen, c'est quand même catastrophique. C'est une question difficile parce que on a envie de dire en principe non, mais je dois bien constater que c'est plus efficace. Je veux dire, c'est à travers des règles comme celle-là qu'on arrive à faire changer les choses. Hein. C'est la même chose pour les conseils d'administration des sociétés. Hein. Oui. On dit, disons, c'est pas glorieux de devoir faire appel à des quotas, mais finalement, si on veut vraiment changer les choses, pendant une période de transition en tout cas, il faut sans doute passer par là. Oui, c'est ça, mais donc une période de transition interne, l'idée ce serait qu'on puisse un jour... oui, ça ne soit plus nécessaire, bien sûr.
Oui, parce que c'est gênant, parce que ça donne parfois l'impression que quelqu'un a choisi parce que c'est une femme. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'ennui des systèmes de quotas, c'est qu'à l'heure on dit oui, mais c'est parce qu'il fallait remplir le quota. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut être certainement aussi compétent, avoir autant de qualité qu'un autre. Mais voilà. Oui, c'est ça, mais que du coup, moi, je vois ça dans des conseils d'administration maintenant, où on doit atteindre un quota d'un tiers de femmes. Il y a tout de suite le soupçon, ah, mais elle est nommée parce qu'il faut remplir le quota. Alors que ce sont des personnes qui justement apportent quelque chose au conseil d'administration parce qu'elles ont une expérience, des qualités, une formation différente, etc. Moi, je considérais que c'était un mal nécessaire. Je l'ai toujours dit. Je n'étais pas favorable au quota a priori, mais il fallait tout de même bien constater qu'on n'avançait pas très vite, je trouve. On avançait là où il y avait une volonté individuelle, où les femmes qui avaient été élues avaient fait du bon travail. Je prends l'exemple de Woluwe Saint-Lambert, où on avait triplé ou quadruplé notre représentation en quelques élections. Donc voilà, je m'apercevais qu'il fallait forcer les choses parce que les hommes qui occupaient presque toutes les fonctions n'étaient pas disposés à faire la place aux femmes. Ce n'était pas encore dans les mentalités. J'avais heureusement un mari très, très ouvert à cet égard et persuadé de l'égalité totale entre les hommes et les femmes. Donc voilà, les quotages c'était vraiment nécessaire pour un temps déterminé, me semble-t-il. Je croyais que ce temps allait durer moins longtemps puisqu'il est toujours en fonction, si je puis dire, et qu'on parle même d'établir des quotas dans des fonctions que nous n'avions pas envisagées, comme des fonctions dirigeantes dans les entreprises ou des choses pareilles. Donc je crois tout de même que ça a fait évoluer sérieusement la représentation des femmes et qu'elle s'est fortement améliorée depuis l'existence des quotas. Et je crois qu'il faut obtenir par la loi ce qu'on n'obtient pas par la persuasion. Le premier projet présenté par le ministre Van der Poorten, qui était un excellent ministre libéral flamand de la justice, maintenait la fameuse phrase « La femme doit obéissance à son mari ». Phrase que j'ai répétée souvent comme officier de l'état civil, en faisant chaque fois un petit clin d'œil, mais enfin c'était comme ça. Et donc nous étions deux femmes je crois, trois femmes dans cette commission, et nous avons changé la loi, puisque la femme ne doit plus obéissance à son mari. Et là, il faut reconnaître tout de même que nous avons obtenu la collaboration des hommes, et presque de tous les hommes, puisque la loi a été modifiée d'une façon à consacrer véritablement l'égalité des époux dans le mariage. Il y a vraiment là un problème. Nous ne formons pas assez de jeunes qui ont une qualification supérieure. Et le déficit est encore plus grand dans les disciplines scientifiques et techniques. Et notamment parce qu'il y a beaucoup trop peu de jeunes femmes qui font des études dans ce domaine-là. C'est très frappant quand on fait une comparaison. Il y a vraiment un problème presque culturel, parce qu'objectivement, les filles sont au moins aussi bonnes que les garçons en sciences. Quand on voit les tests PISA, etc., il y a vraiment... c'est même un peu meilleur pour les filles que pour les garçons. Mais on ne les oriente pas vers des études supérieures pour une série de... Il y a des stéréotypes. Hein. Le métier d'ingénieur, par exemple, on considère encore trop souvent que c'est un métier d'homme. Alors qu'en fait, il y a des femmes qui peuvent parfaitement le faire. Bon. Il y a aussi cette tendance, il semble... C'est des enquêtes que les instituts spécialisés ont menées dans l'enseignement secondaire, que les filles, plus que les garçons, veulent faire des études qui sont utiles à la société, plus que les garçons. Et que, à tort, elles croient que les disciplines dures, sciences et techniques, sont des études qui ne vont pas être utiles à la société. Ce qu'il faut, mais il y a toute une série de stéréotypes qui font... Enfin, je m'arrête parce que c'est un domaine sur lequel je pourrais m'étendre plus longtemps. Mais franchement, c'est intéressant, donc n'hésitez pas si vous voulez continuer. Je pense qu'on a vraiment un problème. L'objectif devrait être d'amener un plus grand nombre
de nos jeunes à avoir une qualification plus élevée dans des domaines d'avenir. Bon, moi, ça, je pense que c'est important que des femmes se retrouvent entre elles. Parce que leur autonomie, leur capacité à se prendre en charge, elle peut se construire mieux si elle s'organise entre elles. Et non, moi je pense qu'un mouvement féminin, mais moi je suis restée dans, je suis une vieille, hein, je suis restée dans l'optique d'un mouvement féminin. Et donc je pense que c'est important qu'elles se retrouvent entre elles, qu'elles se construisent entre elles et que ça leur permet une libération parfois de la parole, parce que je pense que les stéréotypes sont encore très ancrés. Et j'ai même l'impression d'un certain recul maintenant. J'ai même quand je suis allée dernièrement dans un magasin de jouets ici qui est pour aller chercher un jouet pour mon petit-fils et que j'ai vu, je suis sûre que dans les années 70 ça n'existait plus, que l'on a fait des étalages pour les filles roses et puis autrement pour les garçons, je me suis dit mais enfin on est encore où est-ce qu'on est quoi, où est-ce qu'on est? C'est un petit détail. Donc je pense que les femmes ont encore beaucoup de luttes à mener pour leur autonomie et pour la défense de leurs droits. Ce que je crois, c'est que le mouvement, autrefois, dans l'analyse, si vous voulez, c'est qu'on inscrivait cette volonté d'égalité dans une dimension sociale et dans une dimension, d'un mouvement social qui est en même temps attentif aux problèmes des allocations familiales qui concernent les familles et pas seulement les femmes, aux problèmes d'emploi qui concernent pas seulement les femmes mais aussi les hommes. Et donc il me semble que nous étions très soucieuse à la fois d'avoir cette vision de l'égalité des femmes, mais dans la construction d'une société plus juste, et que cet aspect plus large d'une société plus juste avait presque autant d'importance que la question de l'égalité. Et en tout cas la croise. Donc la priorité, c'était de construire avec les femmes du mouvement un travail d'éducation permanente, vraiment, mais ancré dans un mouvement large, dans un mouvement social large, qui aidait les femmes d'abord à prendre conscience de leur identité de femme à l'intérieur de cette société, et pour les aider à prendre leurs responsabilités sociales, politiques, culturelles, à l'endroit où elles se trouvaient. Ça, c'était un peu la ligne directrice du mouvement. On avait une expérience politique, on avait des contacts politiques, hein. On a fait des formations politiques dans le mouvement, hein. Oui, on était très soucieuse que les femmes entrent en politique. Mon Dieu, oui, ça il faudrait retenir parce que je n'y pense plus quelquefois. On a fait des formations pour que les femmes se préparent aux élections communales, par exemple, et qu'elles acceptent d'être sur les listes et qu'elles ne soient pas des potiches et qu'elles soient là pour pouvoir exercer un mandat. Et d'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont devenues conseillères communales, hein, après les formations qu'on a faites à l'intérieur de Vie féminine. Et alors, on avait organisé aussi dans le mouvement, on avait des rencontres avec des femmes politiques de différents partis, avec des femmes politiques du PS, du PSC et des colos. Pas avec celles du Parti libéral, parce que nous estimions que l'orientation politique du Parti libéral ne colle pas avec les options du mouvement.
C'est une question, je dirais presque que c'est une question de vision du vocabulaire. Quand on voit le terme féministe, on voit une espèce de virago insupportable, jetant son soutien-gorge aux orties, revendicatrice, frustrée, pour ne pas employer un terme encore beaucoup plus mal élevé. Et donc on s'est dit, ça jamais, je ne veux pas être comme ça, ça c'est épouvantable. Avec encore dans la tête le stéréotype, et c'est pour ça que je me bats tellement pour qu'on lutte contre les stéréotypes depuis qu'on est tout petit, l'image que la femme doit être douce, sympathique, gentille, ouverte, avenante, tout va bien quoi. Sinon c'est pas une femme. Alors que l'histoire montre que les femmes qui sont arrivées à changer des choses dans la vie, ce n'était pas tout à fait ça. Et donc il y a une espèce de désaveu de la société, ne fût-ce que d'une femme qui sait ce qu'elle veut. On dit, ben non, il faut être douce, charmante, belle, évidemment. Hein, passons par là, il y a toutes les revues, les machins, les trucs. Donc il faut être belle. C'est fou les exigences qu'on a par rapport aux femmes. Et donc, en tout cas pas féministe, parce que féministe, ça veut dire montrer les dents. Et moi, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui montre les dents. Et donc, je peux comprendre. Mais d'ailleurs, on ne devient, et moi je le suis devenu, on ne devient féministe qu'à 30-35 ans. À 20 ans, pourquoi voulez-vous qu'on soit féministe? Moi j'ai rencontré mon mari à l'UNIF, on était tous les deux à l'UNIF, lui faisait le droit, moi la philologie romane. Je suis sortie de l'UNIF en me disant, mais tout va bien, les hommes et les femmes sont égaux, il n'y a pas de problème. Et puis petit à petit, les enfants sont venus et tout. Pour vous dire, comme j'étais idiote, mon mari a eu une bourse pour aller travailler et faire un master in business administration à Berkeley, l'université de Berkeley en Californie. C'était pas mal, c'était le paradis. Et moi, au lieu de me dire, bon, je vais avec lui, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'était quand même une question, me semble-t-il, assez élémentaire. Je me suis dit, mais non, je suis mon mari, je me marie et je vais avec lui. Du style, je vais tenir son ménage, voilà. Bon. J'ai vite compris au bout de 3 semaines que parce que lui il travaille comme un fou, que je m'ennuierais comme un rat. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Il y avait un French department à l'université de Berkeley. J'étais trouvé le professeur, je me rappellerai toujours, un Français, M. Calab. Et je lui ai dit, voilà, je suis licencié philologie romane à l'université de Louvain, belle université, me dit-il, etc., etc. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose ici à l'université, voilà. Il m'a dit, mais chère madame, tout à fait, vous auriez pu donner cours en français sur la littérature française à des Américains qui connaissent un peu le français ou bien le français, mais c'est trop tard. On était fin septembre, l'année académique était commencée, évidemment. Donc si j'avais été un peu, peut-être que maintenant, hein, une jeune femme le ferait, si j'avais été un peu évoluée dans ma tête, pas trop de stéréotypes, on se marie, puis voilà quoi. Alors que j'avais enseigné avant de me marier. Donc, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Et rétrospectivement, je râle, parce que je me serais beaucoup plus insérée dans la société américaine là-bas pendant 1 an que ce que je n'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'étais tout de suite enceinte, j'étais malade, je me suis dit, oh, comme je suis malade. Alors que si j'avais dû aller donner cours, ben, je me serais dit, bon, ben, je suis pas malade, je vais donner cours. Quoi. Vous voyez? Et donc, finalement, ça s'est pas mal terminé, parce que, bon, on a rencontré pas mal d'amis là-bas, et donc, c'est vraiment des stéréotypes. Et donc le fait d'être contre le féminisme, c'est déjà un stéréotype. Parce que ça veut dire que je ne veux pas être agressive, savoir ce que je veux, changer les choses par rapport aux droits des femmes et ouvrir les yeux surtout. Mais tout de suite, on voit la féministe, c'est d'abord une femme vieille, laide, arrogante, qui rouspète, qui grogne, et donc moi, jamais. Mais je dirais à ces femmes qu'elles doivent simplement ouvrir les yeux et regarder encore à quel point il y a une série d'injustices par rapport à la vie des femmes. Simplement ouvrir les yeux. Différence de salaire, violence à l'égard des femmes. Il y en a combien qui meurent par an? Excision.
toute la problématique comment dire, de différences de traitement, la problématique des cohabitantes, par exemple, au niveau du chômage, la problématique des familles monoparentales, ce sont presque toujours des femmes. Enfin, il y a plein de problèmes. Il faut simplement, si on dit je ne suis pas féministe, c'est qu'on n'ouvre pas les yeux sur la société de maintenant. Et sur la société internationale, n'en parlons pas. Je vous renvoie au livre de Christine Ockrent, le livre noir du droit des femmes, dans lequel elle passe en revue tout ce qui ne va pas en Inde, hein, on les brûle, enfin, bon, on peut commencer à énumérer tout ce qui se passe au niveau international, mais même au niveau belge, il y a encore toute une série d'injustices qui vraiment révoltent encore. Je ne sais pas si je suis féministe. Je suis très attachée aux droits des femmes, je suis très attachée à l'égalité de tous les êtres humains et au droit pour chacun d'entre eux d'avoir le même traitement, d'avoir les mêmes conditions de vie, d'avoir les mêmes possibilités d'épanouissement. Si c'est ça, être féministe, je suis féministe. Mais je ne me recommande pas, si je puis dire, d'un féminisme. Quoique, si je vois ma carrière, je dois tout de même reconnaître que... On a beaucoup discuté en famille, avec mon fils notamment, qui me traite en disant « Mais enfin, pourquoi es-tu féministe ?» Je dis « Je ne suis pas féministe, je suis pour le droit des femmes. Je trouve que nous sommes tous des êtres égaux. » Il dit « Mais enfin, c'est une notion dépassée. Moi, je trouve que les femmes sont les égales des hommes. » C'est la jeune génération actuelle. Je dis « Oui, mais de mon temps, c'était pas du tout comme ça. » Quand je pense que... enfin, là, je commence déjà ma carrière politique. Mais j'ai été à un moment donné, pendant de très nombreuses années, administrateur délégué de la Société de logements sociaux de ma commune, qui est évoluée Saint-Lambert. J'habitais là-bas. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière politique comme conseillère communale. Quand je me souviens que je devais signer des chèques, et pour avoir l'autorisation de signer des chèques, j'ai dû avoir l'autorisation de mon mari. Pour une société qui m'engageait en tant qu'administrateur délégué. C'était tout de même paradoxal, non? Oui, c'est fou. Ce sont des choses qui n'existent plus maintenant, parce que quand je considère... Nous allons parler du féminisme maintenant? Oui, j'ai... Comme ça, à bâton rompu. C'est pas grave. Quand je considère l'évolution depuis ma conscience politique, si je puis dire, que je situe vers 16-17 ans, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est extraordinaire. Naturellement, votre jeune génération n'a pas vécu tout cela. Nous avons connu énormément de difficultés, il y en a encore pour les femmes, hein. Il y en a toujours. Quand on voit que dans une série de secteurs, elles n'ont pas le même salaire pour le même travail, quand on voit combien on est beaucoup plus exigeante pour les femmes que pour les hommes, une femme, est-ce qu'on demande à un homme s'il travaille bien, s'il fait ceci, s'il a les capacités de... Non. Donc il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter, mais les progrès ont été considérables. Véritablement maintenant, bien entendu, on a dû employer des moyens que certains ont mis en doute, comme les quotas, etc. Je parle maintenant de la progression politique, mais il faut bien se rendre compte que j'ai toujours dit ceci, les femmes doivent s'engager en politique, c'est le seul endroit où on peut changer les mentalités et les lois.